Oui, à table, service compris ce soir, puisque McDo continue à évoluer dans le service aux clients en testant le service à table. Bonsoir Jean-Pierre Petit. Bonsoir. Vous êtes le PDG de McDonald's France. Alors vous proposez donc désormais dans vos fast-foods le service à table pour vos clients, pas dans tous pour l'instant, mais lorsqu'ils ont commandé leur menu sur les bornes et non pas en caisse, non pas au comptoir. Est-ce que ça veut dire que McDo s'embourgeoise? Ça se saurait. Pas vraiment. Pas vraiment, je ne le vois pas comme ça. En effet, c'est bien, nous avons testé donc, le service à table dans une cinquantaine de restaurants. On va le tester encore pendant l'année 2011 et on va le déployer à partir de 2012, je pense de manière assez dynamique, parce que c'est vrai, les premiers résultats sont très très encourageants, parce que ça résout plusieurs problèmes. D'abord, je trouve assez sympa que McDo, 30 ans après avoir détruit, entre guillemets, le repas traditionnel, revienne avec le service à table. C'est juste aimable vis-à-vis de... Oui, vous réinventez la brasserie, là. Oui, un peu, c'est bien, on bouge, on change. Et puis le deuxième élément, ça résout sur le plan purement structurel. Il ne vous a pas observé qu'on avait quelquefois un peu de monde dans nos restaurants à l'heure du déjeuner. Et bien entendu, ça dégage la partie comptoir où les gens peuvent commander et payer sur une borne et aller directement s'asseoir. Le temps qu'ils posent leur manteau, qu'ils arrivent à leur table, le plateau leur arrive, donc c'est ça, vous fluidifiez le trafic au moment des heures de pointe. Exactement. Pour faire ça. Donc la multitude de points de commande, alors on peut le trouver la même chose avec des ardoises par exemple. Vous voyez de temps en temps des hôtesses qui passent dans la queue pour encore une fois accélérer. Dans le cas précis des ardoises, ce n'est que la commande. Là on a commande et paiement en effet lors du service à table. On évacue tout de suite, Jean-Pierre Petit, l'aspect social des choses. Des bornes, ça veut dire moins d'hôtesses? Pas du tout, puisque les hôtesses, non, ça fait... Écoutez-moi, à Epsilon près, on a transféré des gens qui étaient derrière les comptoirs, on les a mis au service des clients, qui rend un travail extrêmement, peut-être encore plus agréable. Et vous observez du reste que dans les restaurants dans lesquels il y a des bornes ou des services à table, au lieu d'avoir cette espèce d'armée de caisses que nous avons, 7-8 caisses, au contraire, nos comptoirs se sont rétrécis, puisqu'on n'a plus que 3 ou 4 caisses, puisque des caisses ont été d'une certaine manière déportées avec du personnel, dans le lobby. Ce service à table, c'est une innovation française, encore une fois, de McDo France en tout cas. On s'aperçoit quand on regarde les chiffres, finalement, que la France, c'est l'un des pays les plus rentables pour McDo. Le deuxième juste pays après plus rentable, les États-Unis. Les États-Unis, c'est logique. Et c'est d'ailleurs un McDo français, le McDo des Champs-Élysées, qui réalise le plus gros chiffre d'affaires mondial. Non. Ah, c'est plus ça? Si, c'est un français, mais c'est Disney. Ah, c'est Disney. C'est Disney. Oui, d'accord. C'est Disney. Donc, le client français est assez atypique parce qu'en gros, il consomme moins souvent, il va moins souvent au McDo, mais il consomme plus. Non, quand il consomme à l'heure du repas. C'est-à-dire il a un plus gros plateau moyen. C'est-à-dire l'anglo-saxon, pour qu'il soit américain, australien, peu importe, lui va snacker chez McDonald's. Il peut y aller plusieurs fois dans la journée. Il va prendre un produit, un café, un petit sandwich, etc. C'est dans sa culture alimentaire. Le français déjeune. Donc on n'a pas changé nos habitudes. On n'a pas changé nos habitudes alimentaires et je ne fais rien pour les changer. Du reste, on ne fait jamais de promotion pour inciter les gens à consommer à 2 heures de repas parce qu'on sait que sur un plan de vue nutritionnel, c'est extrêmement mauvais. Ça nous crée des problèmes de complications de gestion et le service à table y répond bien entendu. Ce service à table, est-ce que c'est aussi un moyen d'attirer la clientèle chez vous qui pourrait être tentée d'aller ailleurs chez des concurrents qu'on a vu arriver de plus en plus massivement ces derniers mois? Je pense à Subway, à KFC, à Starbucks, qui sont des concurrents mondiaux pour McDo, mais qu'on ne voyait pas aussi présents que ces derniers mois en France. Moi, je ne suis pas contre l'arrivée de concurrents quand elle est de qualité, parce que le problème de la France, c'est qu'on a un marché de la restauration commerciale, Paris fausse un peu les choses, qui est extrêmement faible par rapport aux Anglais, aux Allemands, c'est-à-dire les Français consomment toujours chez eux ou à la cantine. Mon principal concurrent, c'est le frigidaire, c'est la consommation chez soi. Donc, dès que se crée un mouvement avec des concurrents qui va stimuler, développer, donner envie d'aller vers une restauration à l'extérieur, je grossis la part du gâteau. Et je crois qu'aujourd'hui, notre stratégie pour nous, McDonald's, qui sommes très bien implantés, vous le savez, est d'avoir un gâteau qui s'élargit. Et là, j'ai besoin des concurrents. Après, je prendrai ma part de marché qui me convient de ce gâteau. Donc l'arrivée de concurrents, encore une fois, à partir du moment où ils donnent une bonne image du secteur de la restauration que nous représentons, je vois ça d'un œil favorable sur le plan géographique. Le franchisé, bien entendu, qui va avoir un concurrent qui s'installe à côté de lui, pendant quelques mois, va souffrir. Mais il comprend bien en même temps que c'est le développement du marché est notre principal je dirais, facteur de développement. Parce que le McCafé, c'est une réponse au Starbucks.
Les sandwichs un peu plus diversifiés, c'est une réponse aux sandwicheries et peut-être Oui, à vous pouvez le KFC dire ou comme Subway, ça, non? mais on n'est quand même pas, quand on est leader, je ne raisonne pas ma stratégie en fonction de mes concurrents qui sont ce qu'ils sont. Hmm. Moi, j'avance mon chemin, donc non, la réponse, le McCafé, c'est pas la réponse au Starbucks. La réponse au Starbucks devient collatérale, et je suis très content que Starbucks développe la notion de salon de thé. La création de McCafé, ça correspond surtout à l'utilisation de restaurants qui étaient vides à des certaines heures de la journée, et ça crée une activité qui correspond bien entendu à la fois une activité commerciale à des produits qui sont des produits en général sucrés ou des boissons, qui donc correspondent matin plutôt après-midi, qui correspond bien sûr à remplir donc les restaurants pendant ces heures-là, à s'adresser à une nouvelle clientèle, une clientèle quelquefois plus bourgeoise, plus traditionnelle, qui ont un peu de mal à pousser la porte du McDonald's tel qu'il est actuellement. Donc c'est une manière de les inviter. Ça contribue parfaitement, bien entendu, au travail de valorisation de notre enseigne et d'image. Donc je ne réagis pas chaque fois qu'on prend une initiative, c'est pas en réponse directe à un concurrent. Les concurrents peut-être peuvent observer ce qu'on fait et s'en inspirer, mais prenons les choses dans le bon sens. Est-ce que vous constatez d'ailleurs, comme on le lit ici ou là, que finalement les trentenaires aujourd'hui devenus parents ont le hamburger moins honteux que leurs parents par Bien sûr. définition et que du coup, finalement McDo se fonde dans le paysage de la restauration française? Il y a plusieurs. Oui, 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 d'abord, il y a ce point-là. C'est vrai que notre travail d'intégration est probablement la raison de la bonne performance de McDonald's actuellement. Et le point des générations est essentiel. Il y a 20 ans, un gosse qui avait 20 ans, il allait chez McDo, son père, en gros, Ouais. il ne connaissait pas McDo. Ouais. 20 ans après, le mec qui avait 20 ans, il y a 20 ans, il a 40 ans. Il va chez McDo comme il va à la boulangerie ou à l'épicerie. Et on peut même aller plus loin. Dans 20 ans, il aura juste 60 ans. Oui. Et il continuera pareil. Donc on voit bien qu'il y a une intégration totale. Et puis on est une enseigne aujourd'hui qui vendant un produit, juste que les Français aiment. Ils sont 650 millions par an à passer la porte de chez nous. 1 million de McDo par jour. En déplaise à qui vous voulez, Le quand vous sandwich. avez 650 millions de gens, il faut quand même prendre comme acquis que les Français aiment juste le hamburger. Les spécialistes estiment que, qu'à 1500 fast-food, on arrive à saturation. Vous, vous êtes à 1200. Les Est-ce que spécialistes, ils sont formidables. vous, c'est Ils pas sont votre forts. analyse ou est-ce qu'on est quand sais. même... On commence à arriver sur un marché mature et que c'est pour ça qu'il faut proposer des services complémentaires pour éventuellement trouver des relais de croissance? Écoutez-moi, il y a 5 ans, on m'aurait dit la même chose avec 1000 restaurants. Les spécialistes nous disaient, avec 1000 restaurants, aujourd'hui, ils poussent un petit peu. Je pense qu'on avance en marchant. Ce qui est important, c'est de savoir qu'on pénètre le marché en apportant un service qui correspond à un réel besoin. Et c'est vrai que l'empilage des générations est un facteur. L'évolution des styles de vie est un autre facteur qui, au-delà du travail d'image que nous faisons, ont contribué à notre développement. Moi, ce que je constate, c'est que pour les 3 ou 4 prochaines années, nous allons ouvrir à peu près 40 restaurants par an. Et ce qu'il y a d'important, avec des restaurants qui sont chaque fois aussi grands que les restaurants de l'année précédente. Pardon. Ce qui montre qu'on ne mythe pas le marché avec le concept, mais un concept réduit. On ne fait pas un bar Big Mac ou une cafétéria réduite, petite, dans laquelle on va myther au fond d'une galerie commerciale. Non, chaque fois que nous ouvrons un restaurant l'année suivante, on ouvre un vrai restaurant McDonald's. Donc voilà. Il y a encore des zones blanches? Il y a des Comme zones qui sont... le 7e arrondissement à Paris Oui. est le seul Il y a pas de département, le McDo. seul arrondissement en D'accord. France dans lequel on n'a pas de restaurant. Alors, c'est vrai qu'il y a des zones dans lesquelles, d'abord, il y a des zones non blanches, mais des zones dont le niveau de la taille nous permet d'y avoir accès. Avant, nous avions besoin d'une population, je dirais, de 50-60 000 habitants. Aujourd'hui, on peut redescendre sur des populations de 20 000 habitants. On est très invité aujourd'hui par beaucoup de municipalités dans lesquelles on représente sécurité, bien entendu taxes, bien entendu modernité. Donc aujourd'hui, alors qu'il y a 20 ans, on nous repoussait, plutôt aujourd'hui, on nous invite à venir. Et c'est vrai que pour des raisons différentes, Paris, par exemple, est une ville totalement sous-pénétrée. Marseille est une ville totalement sous-pénétrée. Donc oui, on a encore Parce une que vous progression. êtes implanté dans les zones commerciales, essentiellement en périphérie, et que du coup, sur des villes comme Non, Paris... parce qu'on a suivi un peu le mouvement. C'est vrai que pendant 20 ans, les villes, l'extérieur des villes s'est fortement développé sous l'impulsion des centres commerciaux et des grandes enseignes. Aujourd'hui, il y a un retour vers les centres-villes sur l'effort des mairies qui veulent requalifier les centres-villes en invitant des marques. Donc on voit très bien qu'il y a des mouvements importants qui se jouent sur l'échelle de 5-10 ans dans l'aménagement du territoire. Jean-Pierre Petit, justement, l'avenir de McDo aujourd'hui, on est en train d'en parler un petit peu. C'est-à-dire qu'on sent bien que de toute façon, il n'y aura pas le même développement, ouverture de restaurants que ce qu'on a pu connaître au cours de ces 2 dernières décennies. Écoutez-moi, on ouvre 40 restaurants par an, c'est plus qu'on va ouvrir par an sur les 5 dernières années. Donc on est dans une position où on accélère. C'est ça, c'est uniquement ça le modèle économique.
Le modèle économique, pour l'instant, on est une entreprise, c'est une croissance organique interne, il n'y a pas de rachat. Par exemple, aujourd'hui, on est en train de se déployer de manière importante sur ce qu'on appelle les lieux captifs, les gares, les aéroports, les aires d'autoroute. Jusqu'à présent, nous n'avons pas voulu le faire parce que le modèle économique était que nous devions confier l'exploitation de nos restaurants à des assembliers, chose que je ne souhaite pas, ou en tout cas faire de manière très, très exceptionnelle. Vous le faites avec Autogrill, notamment dans le musée du Louvre, là. Tout à fait. Voilà. Donc il y a des endroits où quand même il est intéressant de le faire, mais en général, je suis très inconfortable parce que je ne souhaite pas que, compte tenu de l'exposition de notre enseigne et sa taille, nous soyons exploités par des gens qui ne font pas exactement le même métier que nous, même s'ils le font très bien. Voilà un développement qui peut représenter entre 30 et 50 unités sur les 5 prochaines années, qui était quelque chose que je ne considérais pas jusqu'à hier, et aujourd'hui, on va le considérer de manière plus importante parce qu'en effet, le modèle des plateformes n'est plus le même. Jean-Pierre Petit, vous avez remarqué, je ne vous ai pas parlé de José Bové encore. Hein, parce qu'on m'a dit... On m'a dit que ça vous énervait d'en parler tout le temps. J'aime bien qu'on parle de l'avenir, je ne veux plus parler du On va quand même parler de l'avenir à très court terme, c'est le Salon de l'agriculture dans quelques jours. Et là, vous êtes un des premiers acheteurs de bœuf en France, notamment la partie avant, pour les steaks hachés. Vous avez énormément travaillé auprès des agriculteurs. Est-ce que le divorce de l'époque Beauvais est derrière vous, définitivement? Je pense, même quand on s'est installé au Salon de l'Agriculture il y a 11 ans, et du reste, si on a pu s'installer, c'est que nous avions déjà depuis de longues années fait un travail de fond avec l'agriculture française et les différentes filières. Vous savez, nous sommes des gens de sillons. Moi, j'aime bien tracer des sillons. Un sillon, ça ne se trace pas rapidement, ça se trace dans le temps. Et je pense qu'on parle du Salon de l'Agriculture, qui est l'élément visible de la chose. Mais s'il n'y avait pas, pendant les 11 mois hors Salon de l'Agriculture, un travail de fond avec les différentes filières qui réalisent à quel point non seulement nous contribuons sur le plan des volumes et le plan des achats, mais que nous sommes dans une stratégie de long terme, dans une stratégie de relations qui privilégie la qualité, de concertation et d'écoute, on serait malvenu au Salon de l'Agriculture. Donc je crois que le Salon de l'Agriculture, bien sûr, signifie médiatiquement la visibilité que l'on donne à ça. Ça nous permet d'être vus aussi par le grand public. C'est un élément de reconnaissance, mais ce qu'il faudrait parler un jour, c'est sûrement pas le cas dans cette émission, mais je le ferai très très volontiers, c'est ce qui se passe pendant les 11 mois hors Salon de l'Agriculture, et je pense que ça, vous y découvrirez des choses. On aura peut-être l'occasion d'en parler avec Pascal Berthelot sur l'antenne. Un dernier mot de Denis Hennequin, bien sûr, ça a été votre complice pendant de nombreuses années, là. Les amis, parfait. Bien sûr, et il vient de partir chez Accor. Est-ce que ce départ-là, c'est aussi finalement une page d'une dizaine d'années qui se tourne pour McDo? Non, vous savez, moi, la notion de cycle ne m'intéresse pas. La notion de cycle, c'est juste une excuse pour ceux qui ne prennent pas les bonnes décisions. Denis a quitté la France il y a maintenant 7-8 ans. Je dirige la France depuis bientôt une dizaine d'années, pendant longtemps en collaboration avec lui, maintenant seul. Je crois que non, les cycles n'existent pas. C'est notre capacité à prendre les bonnes mesures pour bâtir l'avenir, et les quelques signes dont on a parlé ce matin, enfin ce soir plus exactement, nous montrent bien à quel point nous bâtissons un avenir qui ne se limitera pas, en tout cas, à 1500 points de vente. Beaucoup de choses sont devant nous. Et n'oublions pas qu'on a des restaurants qui sont quand même des obligations importantes, qui aujourd'hui sont exploités 4 heures par jour. Donc avant de voir un développement par ailleurs, j'ai déjà plein de sources d'activités pour remplir nos restaurants tout au long de la journée, le McCafé, le 24 heures sur 24, etc. Merci beaucoup, Jean-Pierre Petit, PDG de McDonald's France. Merci.